Bonjour, je m'appelle Dexter Carvey. J'ai 28 ans, je vis à Austin, au Texas, et je travaille pour Carvey Fuel and Service, la chaîne de stations-service que mon père, Louis Carvey, a bâtie à partir de rien. Les gens appelaient souvent mon père une légende, un homme parti de rien pour créer un petit empire au cœur du Texas ensoleillé. Mais pour moi, c'était un père, quelqu'un que je respectais et dont je me sentais distant. Ma vie, bien que matériellement abondante, a toujours manqué d'une paix intangible, d'un véritable lien avec la famille. Et l'histoire que je vais vous raconter, qui a commencé dans ce qui semblait être des jours paisibles, m'a conduit dans une tempête que je n'aurais jamais pu anticiper. J'ai grandi dans une vaste maison à la périphérie d'Austin, où des routes asphaltées polies menaient à un portail en fer forgé orné. Notre maison ne manquait de rien. Des voitures chères dans le garage au dîner préparé par un chef privé. Mais si vous me posiez des questions sur mon enfance, je dirais que c'était comme une belle mais froide pièce où je me tenais seul au milieu de murs vides. Ma mère est morte quand j'avais 5 ans. Mes souvenirs d'elle sont fragmentés. Un doux sourire, une étreinte chaleureuse et la légère odeur de son parfum quand elle m'embrassait sur le front avant de dormir. Quand elle est partie, une partie de mon monde a disparu. Mon père, Louis Carvey, n'a jamais parlé de sa douleur, mais je l'ai senti dans la façon dont il s'est jeté dans le travail. Il a bâti Carvey Fuel and Service à partir d'une seule station-service en bord de route pour en faire une chaîne de plus de 20 sites à travers le Texas. Je ne lui en voulais pas, mais son absence a laissé un vide en moi que ni l'argent ni le confort ne pouvaient combler. 3 ans après la mort de ma mère, mon père s'est remarié avec Sadie, une femme vive d'esprit aux cheveux bruns et aux yeux bleus perçants. Sadie n'était pas la méchante belle-mère des contes de fées, mais elle n'a jamais essayé d'être ma mère non plus. Son affection était entièrement réservée à Liam, son fils avec mon père, de 9 ans mon cadet. Je me souviens encore des après-midi où Sadie s'asseyait avec Liam, lui lisant, lui caressant les cheveux, ou rayonnant alors qu'il babillait sur sa journée. Avec moi, elle gardait les choses cordiales, des salutations polies, de légers sourires, et parfois un regard qui me rappelait que je n'étais pas sa priorité. Je ne lui en voulais pas. Je comprenais que Liam était sa chair et son sang alors que j'étais juste un vestige du passé de mon père. Mais chaque fois que je la voyais serrer Liam dans ses bras, je ressentais une pointe, un rappel que je n'avais plus personne à appeler maman. Mon père, Louis Carvey, était un homme grand avec une voix profonde et résonnante et un air naturel d'autorité. Il était respecté dans la communauté d'Austin, non seulement pour son succès commercial, mais aussi pour sa généreuse philanthropie. Il a construit des écoles, financé des bourses et organisé des distributions de nourriture gratuite pendant les vacances. Avec Liam et moi, il était juste, ne montrant aucun favoritisme. Il m'a appris à nouer mes lacets, à réparer un vélo et plus tard à lire des rapports financiers. Il a également pris le temps d'emmener Liam à des matchs de baseball ou de réparer ses jouets. Mais son travail le tenait éloigné de la maison. Les dîners de famille n'étaient généralement que moi, Sadie et Liam, avec le tintement des couverts sur les assiettes en porcelaine et les remarques vagues de Sadie sur ce dont Liam avait besoin ou voulait. Quand mon père était présent, il était souvent fatigué, son regard lointain, comme s'il était quelque part loin. Je ne me souviens pas de la dernière fois que mon père et moi avons eu une vraie conversation. C'était peut-être quand j'avais 15 ans, quand il m'a emmené à la première station Carvey Fuel and Service, a montré l'enseigne usée et a dit, « Dexter, c'est là que tout a commencé. Si tu le veux un jour, tout cela pourrait être à toi. » J'ai hoché la tête, ne comprenant pas entièrement sa signification, mais le regard dans ses yeux, plein d'attente et de fierté, est resté avec moi. À partir de ce moment, j'ai juré de le rendre fier. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire en administration des affaires, j'ai rejoint Carvey Fuel and Service sans hésiter. J'ai commencé par les plus petites tâches, vérifier les registres, superviser le personnel, même faire le plein d'essence les jours d'été étouffants. Je ne voulais pas que quiconque pense qu'on m'avait tout donné parce que j'étais le fils de Louis Carvey. Progressivement, j'ai fait mes preuves. J'ai introduit de nouvelles idées, de l'automatisation des systèmes de paiement à l'expansion des services de proximité dans les stations. En 4 ans, j'ai aidé l'entreprise à ouvrir 3 nouveaux sites, élevant la marque Carvey Fuel and Service à de nouveaux sommets. Mon père a commencé à me voir différemment. Il m'a appelé dans son bureau, m'a tapé sur l'épaule et a dit, « Tu as bien fait, Dexter. Je suis fier de toi. » Ces rares mots ont été ma plus grande motivation. Les collègues ont commencé à me respecter, non seulement comme le fils du patron, mais pour ma compétence. Pourtant, au fond de moi, je me sentais toujours seul. Je n'avais pas d'amis proches, pas de relations profondes.
Le travail est devenu mon refuge où je pouvais me sentir en contrôle et valorisé. À la maison, les choses sont restées les mêmes. Sadie a gardé ses distances, et Liam, maintenant en 2e année d'université, semblait souvent jaloux de moi. Il ne l'a jamais dit ouvertement, mais je l'ai vu dans ses yeux chaque fois que mon père mentionnait mes réalisations. Ce soir-là, tout a changé. C'était une nuit d'automne fraîche et j'étais à la maison, me préparant pour une autre journée de travail. Mon père appelait rarement pour un dîner de famille, alors quand il l'a fait, cela semblait important. En entrant dans la salle à manger, la lueur du lustre illuminait une table somptueusement dressée. Sadie était assise d'un côté, ses cheveux soigneusement épinglés, ses lèvres rouges formant un sourire crispé. Liam était assis en face d'elle, faisant défiler son téléphone, levant à peine les yeux. Mon père était assis à la tête de la table, son comportement sérieux mais teinté d'une excitation inhabituelle. « Dexter, Sadie, Liam » a-t-il commencé, sa voix profonde et autoritaire. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Carvé Fuel & Service n'est pas seulement mon entreprise. C'est l'héritage de notre famille, et je crois qu'il est temps de le transmettre à quelqu'un qui le mérite. Mon cœur s'est emballé. J'ai regardé mon père, essayant de deviner ses prochains mots. Sadie a posé son verre de vin, ses yeux vacillants de lassitude. Liam a levé les yeux, les sourcils froncés. « Dexter » a dit mon père, en me regardant dans les yeux. « Tu as fait tes preuves. Tu n'es pas seulement mon fils. Tu es un homme avec une vision et des responsabilités. J'ai décidé de te confier le contrôle total de Carvé Fuel & Service à partir du mois prochain. » La salle à manger est tombée dans le silence. Ma tête bourdonnait de fierté et d'incrédulité. C'était ce pourquoi j'avais travaillé sans relâche, mais l'entendre de la bouche de mon père ressemblait à un rêve. Je l'ai regardé, cherchant des mots, et j'ai réussi à dire « Merci, papa ». Je ne te décevrai pas, Sadie a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. « Félicitations, Dexter », a-t-elle dit, sa voix douce mais froide. « C'est une grande responsabilité, mais je suis sûr que tu t'en sortiras bien. » Le mot « maman » de ses lèvres semblait forcé, un rappel que je serais toujours un étranger dans son monde et celui de Liam. Liam n'a rien dit. Il m'a juste regardé, les yeux débordant d'envie et de ressentiment. Il s'est levé, a marmonné quelque chose sur le fait de devoir retourner à l'école et a quitté la table. Sadie l'a regardé partir, une lueur d'inquiétude dans les yeux, mais elle a rapidement retrouvé son sang-froid. Mon père n'a pas remarqué la tension. Il a continué à parler de l'avenir de l'entreprise, des plans d'expansion et de l'extension de Carvé Fuel & Service au-delà du Texas. J'ai écouté, mais un sentiment de malaise a commencé à s'installer. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, fixant le plafond, mon esprit s'emballait avec l'annonce de mon père. J'ai pensé aux années passées, à la façon dont je m'étais efforcé de me montrer digne du nom de Carvé. J'ai pensé à ma mère, à ses vagues souvenirs, et à mon père, l'homme que j'aimais et dont je me sentais distant. Je me demandais si j'étais vraiment prêt à porter son héritage. Dehors, Austin était plongé dans l'obscurité, seules les lumières des stations Carvé Fuel & Service brillant comme de petites flammes dans la nuit. Je ne savais pas que quelques jours plus tard, tout ce en quoi je croyais s'effondrerait et que je ferais face à une vérité dévastatrice, non seulement sur ma famille, mais sur moi-même. Je me souviens très bien de cette soirée, assis dans mon bureau au siège de l'entreprise, réfléchissant à des plans futurs, quand le téléphone a sonné, brisant mes pensées. Je l'ai décroché, m'attendant à un appel de travail de routine, mais la voix tremblante à l'autre bout du fil m'a fait bondir le cœur. « Monsieur Carvé, ici l'hôpital central d'Austin. Votre père, Lewis Carvé, a eu un grave accident sur l'autoroute. Vous devez venir immédiatement. » Je me suis figé pendant quelques secondes. Je ne me souviens pas de ma réponse, seulement que mon cœur battait chaotiquement dans ma poitrine. Le monde autour de moi s'est estompé, comme enveloppé d'un épais brouillard. J'ai attrapé mes clés, je me suis précipité hors du bureau et j'ai foncé à travers les rues sombres d'Austin comme un fou. Le son des klaxons, l'éblouissement des phares et mon pouls qui s'accélérait se sont fondus en une symphonie chaotique. Une question tournait en boucle dans mon esprit. Comment va mon père? Est-ce qu'il va bien? Quand je suis arrivé à l'hôpital, les lumières néon blanches et austères du couloir m'ont piqué les yeux. J'ai couru à la réception, la voix brisée. Lewis Carvé, où est-il? Je suis son fils. L'infirmière a montré le service des urgences, ses yeux pleins de pitié. J'ai sprinté dans le couloir,
mes chaussures de ville claquant durement contre le sol carrelé. Quand je suis arrivé, Sadie et Liam étaient déjà là. Sadie se tenait avec son bras autour des épaules de Liam, son visage pâle, mais portant toujours ce sang-froid glacial familier. La tête de Liam était baissée, ses yeux rouges, mais il n'a rien dit. Je voulais poser des questions sur l'état de mon père, mais avant que je ne le puisse, un médecin s'est approché, son masque baissé sur son menton, ses mains toujours dans des gants chirurgicaux. « C'est la famille de Lewis Carvey ?» a-t-il demandé, sa voix basse mais urgente. J'ai hoché la tête, la gorge sèche. Je suis Dexter, son fils. Comment va mon père? Le médecin nous a regardés, son regard lourd. Monsieur Carvey a subi de multiples blessures dans une collision routière. Il a perdu beaucoup de sang. Nous devons de toute urgence lui transfuser du sang, mais son groupe sanguin est au négatif, ce qui est très rare. Nous devrons tester les membres de la famille pour la compatibilité. Veuillez me suivre. Sadie, Liam et moi avons été emmenés dans une petite pièce où une infirmière nous a prélevé du sang. J'étais assis sur une chaise, regardant l'aiguille percer mon bras, mais je ne ressentais aucune douleur. Mon esprit était consumé par des pensées sur mon père, sur lui assis à la tête de la table du dîner il y a quelques jours à peine, sa voix pleine de fierté alors qu'il parlait de mon avenir. Je ne pouvais pas imaginer un monde sans lui, l'homme qui avait façonné ma vie, même s'il était souvent distant. Sadie était assise en face de moi, ses mains étroitement jointes, ses yeux vacillant entre Liam et moi. Liam, habituellement si arrogant, avait maintenant l'air petit et effrayé, ses épaules tremblant alors que l'infirmière retirait l'aiguille de son bras. Personne n'a parlé. L'air dans la pièce était lourd, comme si nous retenions tous notre souffle, attendant un miracle. Quelques minutes plus tard, le médecin est revenu avec les résultats des tests. Sa voix était calme, mais portait un courant sous-jacent d'urgence. Monsieur Carvey a du sang au négatif. Dexter, vous avez du A positif, ce qui n'est pas compatible. Liam, vous avez du O négatif, ce qui est compatible. Nous allons procéder à la transfusion immédiatement. J'ai expiré, une étincelle d'espoir s'allumant en moi. Liam a hoché la tête, ses yeux toujours assombris par le chagrin, mais résolus. Faites-le, a-t-il dit, sa voix. L'infirmière l'a emmené tandis que Sadie et moi étions invités à attendre dans la salle d'attente. Je me suis effondré sur une chaise, l'esprit en ébullition. Je voulais croire que tout irait bien, que le sang de Liam sauverait mon père, qu'il se réveillerait et que les choses reviendraient à la normale. Mais j'ai alors remarqué Sadie. Elle ne s'est pas assise comme moi. Elle se tenait là, serrant les résultats des tests que le médecin lui avait remis, les fixant comme s'ils contenaient un secret horrible. Ses lèvres étaient pressées en une ligne fine, ses yeux se plissant. Elle s'est tournée vers le médecin, sa voix froide mais résolue. Je veux un autre test. Un test ADN entre Louis et Dexter. Je suis devenu engourdi. Mon cœur semblait s'arrêter. Sadie, de quoi parles-tu, ai-je demandé, ma voix tremblant de colère et de confusion. Mon père est là-dedans, luttant pour sa vie. Et tu veux un test ADN maintenant? Elle a croisé mon regard, ses yeux vifs comme des couteaux. Dexter, tu sais pourquoi je demande ça? Ton groupe sanguin. Ça ne colle pas. Si Lewis est ton père, pourquoi n'as-tu pas un groupe sanguin compatible? Je veux juste que les choses soient claires. Le sang m'est monté à la tête. Clair? De quoi as-tu besoin d'être clair en ce moment? Mon père est dans un état critique, ai-je lâché. Mais Sadie n'a pas bronché. Elle s'est retournée vers le médecin, sa voix toujours étrangement calme. Faites-le. Je veux savoir la vérité. Le médecin a hésité, regardant entre Sadie et moi. Madame, ce n'est pas le bon moment. Notre priorité est de sauver le patient. Sadie l'a coupé, son ton glacial. Faites le test maintenant. J'ai besoin de savoir. Après un moment de pause, le médecin a hoché la tête à contre-cœur et est parti. Sadie s'est assise, ses yeux évitant les miens comme si j'étais devenu invisible. Le temps s'est écoulé lentement. J'ai arpenté la salle d'attente, essayant de ne pas m'attarder sur les paroles de Sadie. Un test ADN? Pourquoi me mettait-elle en doute? J'étais le fils de Lewis Carvey. Je portais son nom, j'avais grandi dans sa maison, j'avais travaillé pour son héritage. Mais un petit coin de mon esprit a vacillé. Mon groupe sanguin A positif. Qu'est-ce que cela signifiait? Je ne voulais pas croire aux soupçons de Sadie,
mais une graine de doute avait été plantée. Liam est revenu après la transfusion, l'air épuisé, mais maintenant sa façade dure. Il s'est assis à côté de Sadie, silencieux. Je voulais lui demander comment il allait, le remercier d'avoir sauvé notre père, mais l'air entre nous était trop lourd. Je me suis juste assis là, les mains serrées, priant pour que mon père s'en sorte. Mais le miracle n'est jamais venu. 3 heures plus tard, le médecin est sorti, son visage gravé de regret. « Je suis vraiment désolé », a-t-il dit, sa voix se brisant. Monsieur Carvey n'a pas survécu. Ses blessures étaient trop graves, et malgré tous nos efforts, il est décédé. Le monde s'est effondré autour de moi. Mes jambes ont tremblé, et j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Sadie a fondu en larmes, mais ses sanglots ressemblaient plus à une performance qu'à un véritable chagrin. Liam a baissé la tête, ses épaules tremblant, mais il n'a rien dit. Je voulais crier, frapper le mur, faire n'importe quoi pour expulser l'agonie qui me déchirait la poitrine. Mais je suis juste resté là, figé, regardant le médecin comme s'il avait dit quelque chose d'impossible. Encore sous le choc de la perte, j'ai vu Sadie se lever, essuyer ses larmes et me fixer d'un regard froid. Je ne savais pas ce qu'elle prévoyait, mais je sentais qu'une plus grande tempête approchait. La mort de mon père n'était pas seulement une perte personnelle. C'était le début d'une bataille pour laquelle j'étais totalement impréparé. 3 jours plus tard, je me tenais devant l'église Saint-Maries à Austin, où la lumière du soleil d'automne filtrait à travers les vitraux, projetant des taches de couleurs vibrantes sur le sol en pierre. C'était aujourd'hui les funérailles de mon père. Lewis Carvey, l'homme qui a bâti Carvey Fuel & Service. Le père que je vénérais et dont je me sentais distant. Vêtu d'un costume noir, je me tenais à côté de son cercueil, luttant pour ne pas m'effondrer. L'odeur lourde des lys blancs se mêlait au murmure des personnes en deuil, parents, amis, employés de l'entreprise et résidents locaux que mon père avait aidés. Ils étaient venus dire adieu à un homme d'affaires exemplaire, un mari dévoué, un père respecté. Mais pour moi, il était tout mon monde, un monde maintenant brisé. J'ai regardé le cercueil où mon père reposait, son visage serein comme s'il dormait. J'avais envie de lui parler une dernière fois, de le remercier d'avoir cru en moi, de m'avoir confié son héritage. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était me tenir en silence, les mains serrées, retenant mes larmes. Je ne voulais pas que quiconque me voie comme faible, surtout aujourd'hui où tous les yeux étaient sur moi, l'héritier de l'empire de Lewis Carvey. Sadie et Liam étaient assis au premier rang, à quelques pas de là. Sadie portait une robe noire, un voile couvrant la moitié de son visage, mais je pouvais toujours voir la froideur familière dans ses yeux. Liam, maintenant âgé de 19 ans, était assis à côté de sa mère, les yeux rouges mais sans larmes. Il a baissé la tête, les mains étroitement jointes comme s'il réprimait quelque chose. Je voulais m'approcher de lui dire quelque chose pour apaiser la tension entre nous, mais je ne savais pas par où commencer. Depuis cette nuit à l'hôpital, où Sadie a ouvertement remis en question ma filiation, un mur invisible s'était élevé entre nous. La cérémonie a commencé par le sermon du prêtre, sa voix chaleureuse racontant les contributions de mon père à la communauté d'Austin. Lewis Carvey n'était pas seulement un homme d'affaires, a-t-il dit, mais un homme qui apportait la lumière à ceux qui l'entouraient. Il a bâti non seulement une entreprise, mais une famille, un héritage. Mon cœur s'est serré en écoutant. Une famille ? Je me demandais si nous étions vraiment une famille. Pour moi, la famille signifiait des soirées solitaires dans ma chambre, soignant mes propres blessures, les regards distants de Sadie et le silence de Liam. Mais je ne voulais pas m'attarder là-dessus maintenant. Je voulais juste donner à mon père un adieu convenable. Après le sermon, quelques personnes se sont levées pour partager des souvenirs. Un ancien employé de Carvey Fuel & Service a raconté comment mon père lui avait donné de l'argent pour réparer sa maison après une inondation. Un voisin a parlé des distributions de nourriture gratuite que mon père organisait pendant les vacances. Chaque histoire était une facette de l'homme qu'était mon père, quelqu'un que j'aimais mais que je n'ai jamais entièrement compris. Je suis resté là à écouter, me sentant à la fois fier et vide. Je voulais partager le souvenir du jour où mon père m'a emmené à la première station-service, a montré l'enseigne et a dit « Dexter, c'est là que tout a commencé ». Mais je n'ai pas eu le courage. Les mots sont restés coincés dans ma gorge, et j'ai craint que si j'ouvrais la bouche, je ne pourrais pas retenir mes larmes. Alors que le service commémoratif touchait à sa fin, le prêtre a invité à prononcer les derniers mots. J'étais sur le point de m'avancer quand Sadie s'est levée. Elle a soulevé son voile, son visage pâle et austère, mais ses yeux vifs comme de la glace.
J'aimerais dire quelques mots, a-t-elle annoncé, sa voix résonnant dans l'église silencieuse. Tout le monde s'est tourné pour la regarder, et un frisson m'a parcouru l'échine. Quelque chose dans son ton m'a troublé. Une résolution, une intention imprévisible. Sadie s'est avancée vers le pupitre, les mains étroitement jointes. Elle a balayé la pièce du regard, son regard passant sur les parents, les amis et les employés. Puis elle m'a regardé directement. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour dire adieu à Lewis Carvey, a-t-elle commencé, sa voix basse mais tranchante. Il était un mari, un père, un homme que nous respections tous. Mais il y a une vérité que je crois que tout le monde mérite de savoir. Mon cœur battait la chamade. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Dexter, a-t-elle continué, sa voix claire et froide, n'est pas le fils biologique de Lewis Carvey. La pièce est tombée dans un silence absolu. J'ai eu l'impression que l'air m'avait été aspiré des poumons. Tous les yeux se sont tournés vers moi, choqués, sceptiques, curieux. Je suis resté figé, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Sadie, la femme qui m'avait un jour appelé « fils » avec une affection forcée, exposait maintenant un secret que je ne connaissais même pas, en plein milieu des funérailles de mon père. Elle a brandi une feuille de papier, les résultats du test ADN qu'elle avait demandé à l'hôpital. Je l'ai fait vérifier, a-t-elle dit, sa voix inébranlable. Lewis avait du sang au négatif, mais Dexter est A positif. Le test ADN confirme que Dexter n'a aucune relation biologique avec Lewis. Je veux seulement de la transparence pour le bien de cette famille et de l'héritage de Lewis. Des chuchotements ont parcouru la pièce. Certains parents m'ont regardé avec suspicion. D'autres ont secoué la tête avec incrédulité. Mon visage a brûlé, non pas de honte, mais de rage. Je voulais crier, lui arracher le papier des mains, lui demander pourquoi elle avait choisi ce jour pour tout détruire. Mon père venait d'être mis au repos, son cercueil toujours devant nous. Et pourtant, elle osait transformer ses funérailles en une scène pour m'attaquer. Sadie, ça suffit, ma tante Martha s'est levée, sa voix tremblant de colère. Ce sont les funérailles de Lewis. N'as-tu aucune honte? Mais Sadie n'a pas arrêté. Elle m'a regardé, ses yeux comme de la glace. Je veux seulement que la vérité soit connue, a-t-elle dit. Si Dexter n'est pas le fils biologique de Lewis, il n'a aucun droit d'hériter de Carvey Fuel & Service. C'est ce que Lewis aurait voulu, que ses biens aillent à sa vraie famille. Vraie famille. Ces mots ont poignardé mon cœur comme une dague. J'ai regardé Liam, espérant qu'il dirait quelque chose, qu'il me défendrait, mais il a juste baissé la tête, silencieux. Je ne savais pas ce qu'il pensait, s'il était d'accord avec sa mère, ou s'il était simplement trop choqué pour réagir. Son silence m'a fait me sentir plus seul que jamais. Je me suis avancé, puisant de la force de quelque part au fond de moi. Sadie, ai-je dit, ma voix m'est ferme. Fais ce que tu veux. Mais aujourd'hui, c'est le jour de mon père. Si tu as le moindre respect pour lui, laisse-le reposer en paix. Quelques personnes ont hoché la tête, murmurant leur accord. Les lèvres de Sadie se sont resserrées, mais elle n'a rien dit de plus. Elle est retournée à sa place, ses yeux ne me quittant jamais, comme si elle me mettait au défi. La cérémonie s'est terminée dans une atmosphère lourde et glaciale. Les personnes en deuil ont commencé à partir, mais aucune n'a osé croiser mon regard. J'ai entendu leur chuchotement. Est-ce que c'est vrai? Comment est-ce possible, pauvre Dexter? Chaque mot comme une aiguille perçant ma fierté. Quand tout le monde est parti, je suis resté seul près du cercueil. J'ai posé ma main sur le bois froid, sentant son froid sous mes doigts. Papa, ai-je chuchoté. Je ne sais pas quelle est la vérité, mais je promets de protéger ce que tu as laissé derrière toi. Je ne la laisserai pas le détruire. J'ai quitté l'église, sortant dans l'air vif de l'automne. La faible lumière du soleil tombait sur mon visage, mais ne pouvait pas réchauffer mon cœur qui se refroidissait. Je savais que les jours à venir seraient difficiles. Sadie avait semé des graines de doute dans la famille Carvey, et je devrais faire face à une bataille, non seulement pour protéger l'héritage de mon père, mais pour défendre mon identité même. 5 jours après les funérailles, je me tenais devant l'immeuble de verre moderne du bureau de l'avocat Eugene Shaw, dans le centre-ville d'Austin, prêt à entendre le testament de mon père. Le ciel était couvert, de lourds nuages menaçants comme s'ils pesaient sur la ville. Je portais le même costume noir que lors des funérailles de mon père, mais maintenant il me semblait être une armure, me protégeant des regards et des chuchotements qui m'attendaient à l'intérieur.
J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer le malaise qui me rongeait la poitrine. Aujourd'hui, le testament de mon père serait lu. Aujourd'hui, j'apprendrai si la déclaration de Sadie lors des funérailles que je n'étais pas le fils biologique de Lewis Carvey détruirait tout ce pourquoi j'avais vécu et combattu. J'ai poussé la porte, l'air frais de la climatisation m'a fait frissonner. Dans la salle de réunion, tout le monde était déjà présent. Sadie était assise à la tête de la table, sa posture royale, ses yeux bleus froids me balayant. Liam était assis à côté d'elle, son regard évitant le mien, concentré sur ses mains étroitement jointes. Quelques parents proches, tante Martha, oncle Henry et la cousine Hélène, étaient assis dispersés autour de la table, leurs visages tendus. Des représentants de Carvey Fuel and Service, dont Carl le directeur financier et Laura la directrice régionale, étaient également là, leurs yeux remplis de curiosité. Eugène Shaw, l'avocat de mon père depuis plus de 20 ans, se tenait à la tête de la table, ses cheveux argentés et ses lunettes à monture dorée lui donnant l'air d'un gardien final de la vérité. Dexter m'a salué Eugène, sa voix basse mais chaleureuse. Vous êtes à l'heure. Veuillez vous asseoir. Commençons. J'ai tiré une chaise et je me suis assis en face de Sadie. L'atmosphère de la pièce était lourde, comme si nous retenions tous notre souffle, attendant qu'une bombe à retardement explose. Les échos de l'annonce de Sadie lors des funérailles persistaient, les regards suspicieux, les chuchotements dans mon dos et le silence de Liam, un rappel que je menais cette bataille seul. Eugène a posé un dossier sur la table, son regard balayant tout le monde. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour annoncer le dernier testament de Lewis Carvey, a-t-il commencé, sa voix claire et posée. Ce testament a été mis à jour pour la dernière fois il y a 6 mois, notarié et légalement déposé. Tout ce qu'il contient reflète les dernières volontés de Lewis. Mon cœur battait plus fort. Sadie était assise droite, les mains jointes, ses yeux fixés sur Eugène comme si elle essayait de lire chaque mot avant qu'il ne soit prononcé. Liam gardait la tête baissée, mais j'ai remarqué que ses doigts tremblaient légèrement. Je me demandais à quoi il pensait, s'il était du côté de sa mère ou si, comme moi, il attendait des réponses. Eugène a ouvert le dossier et a commencé à lire. Lewis Carvey lègue tous les actifs, actions, contrôle opérationnel et propriétés connexes de Carvey Fuel and Service à Dexter Carvey. La valeur totale estimée de ses actifs est d'environ 65 millions de dollars. Il a fait une pause, me regardant, ses yeux transmettant le poids de ses mots. La pièce est tombée dans le silence. Ma tête bourdonnait de soulagement et d'incrédulité. Mon père m'avait choisi. Dexter Carvey, celui que Sadie prétendait ne pas être son fils biologique. J'ai jeté un coup d'œil à Sadie, attendant sa réaction. Son visage était pâle, ses lèvres pressées en une ligne fine, mais elle n'a rien dit. Liam a levé les yeux, une lueur de choc dans les siens, mais il est resté silencieux. Eugène a continué, Madame Sadie Carvey recevra une maison de vacances à Houston et une allocation financière annuelle fixe. Liam Carvey recevra un fonds de bourse d'études d'une valeur de $1 million pour soutenir son éducation et ses projets futurs. Sadie s'est levée d'un bond, sa chaise raclant bruyamment. C'est impossible! A-t-elle crié, sa voix tremblant de rage. Ce testament doit être révisé. Dexter n'est pas le fils biologique de Lewis. J'ai des preuves. Les résultats du test ADN. Elle a brandi le papier qu'elle avait agité lors des funérailles, ses yeux flamboyants comme pour me réduire en cendres. Si Lewis avait su la vérité, il n'aurait jamais tout laissé à quelqu'un qui n'est pas son fils. La pièce a éclaté. Tante Martha a secoué la tête, chuchotant à oncle Henry. Laura, la directrice régionale, m'a regardé avec confusion. Liam a serré les poings, son regard vacillant entre sa mère et moi comme s'il était déchiré. Je voulais me lever, crier à Sadie qu'elle n'avait pas le droit de me juger, que mon père m'avait choisi parce qu'il me faisait confiance. Mais je suis resté assis là, agrippé à la chaise, luttant pour rester calme. Madame Sadie, a dit Eugène, sa voix toujours calme mais sèche. Veuillez vous asseoir et maintenir l'ordre. Je n'ai pas terminé. Sadie a cligné des yeux comme si elle était stupéfaite qu'il ose l'interrompre, mais elle s'est assise, ses yeux lançant toujours des éclairs. Eugène a sorti une enveloppe scellée, sur laquelle était écrit à la main, à n'ouvrir qu'en cas de litige concernant la filiation. Mon cœur s'est emballé. Je ne savais pas ce que mon père avait préparé, mais un frisson m'a parcouru l'échine. Lewis avait anticipé cette situation, a dit Eugène en ouvrant l'enveloppe et en sortant une lettre et un document médical. Il a balayé la pièce du regard, s'assurant que tout le monde comprenait la gravité du moment.
Lewis a laissé une lettre personnelle accompagnée d'un document médical qu'il a personnellement signé. Je vais lire la lettre. Il a déplié la lettre, sa voix s'abaissant comme s'il canalisait l'âme même de mon père. Moi, Lewis Carvey, écris ces mots en pleine possession de mes moyens. Je sais que Dexter Carvey n'est pas mon fils biologique. Je suis stérile et je connais cette vérité depuis longtemps. Mais j'ai toujours considéré Dexter comme mon vrai fils. Non pas à cause du sang, mais à cause de l'amour et de la confiance que j'ai pour lui. C'est lui que je choisis pour perpétuer mon héritage, car je vois en lui l'intégrité, le dévouement et la vision dont j'ai toujours rêvé. La pièce est tombée dans un silence de mort. J'ai eu l'impression que l'air m'avait été aspiré des poumons. Mon père savait. Il savait que je n'étais pas son fils biologique, et pourtant il m'a choisi. J'ai regardé Sadie, et pour la première fois, je l'ai vu trembler. Son visage d'un blanc fantomatique, comme si son âme avait été vidée. Mais Eugène n'avait pas terminé. Concernant Liam, a-t-il poursuivi, je sais aussi qu'il n'est pas mon fils biologique. Sadie a eu une liaison dans les premières années de notre mariage, et j'ai choisi de lui pardonner, de garder le silence pour protéger l'honneur de la famille. Mais j'aime mes deux fils, et je crois que l'amour, et non le sang, est ce qui fait une famille. J'espère que Dexter et Liam préserveront ensemble Carvey Fuel & Service, non pas pour sa richesse, mais pour l'esprit sur lequel je l'ai bâti. Sadie s'est effondrée, mais cette fois, ce n'étaient pas les larmes performatives des funérailles. Elle s'est couvert le visage, ses épaules tremblant comme si tous ses plans s'étaient effondrés. Liam était assis immobile, les yeux vides, comme si son monde venait d'être bouleversé. Je l'ai regardé, voulant dire quelque chose, mais ma gorge s'est nouée. J'étais aussi choqué que lui, non seulement par la vérité sur moi-même, mais par la révélation sur Liam, et par l'amour que mon père avait pour nous deux, malgré tout. Eugène a plié la lettre, son regard s'adoucissant en me regardant. Lewis Carvey était un homme sage lorsqu'il a écrit ce testament, a-t-il dit. Ce testament est entièrement légal et contraignant. Dexter Carvey est l'héritier officiel de Carvey Fuel & Service. La pièce est de nouveau tombée dans le silence, mais cette fois, c'était différent. Pas un silence de doute, mais d'acceptation. Tante Martha s'est levée, s'est approchée et m'a serré dans ses bras, chuchotant, « Tu es son fils, Dexter. Ne laisse personne te dire le contraire. » Oncle Henry a hoché la tête, les yeux pleins de soutien. Mais Sadie et Liam sont restés assis comme des statues laissées dans une tempête. Sadie s'est levée brusquement, tirant Liam hors de la pièce sans un mot. Il ne m'a pas regardé, mais j'ai vu ses épaules trembler comme s'il réprimait un raz-de-marée d'émotions. Je voulais le rappeler, lui dire que je ne lui en voulais pas, que nous pouvions faire face à cela ensemble. Mais je suis juste resté là, me sentant à la fois vide et accablé. L'héritage que mon père a laissé n'était pas seulement de la richesse. C'était un poids de vérité, de secret et d'un amour que je n'avais jamais entièrement compris. Alors que tout le monde partait, Eugène m'a tapoté l'épaule et a dit « Lewis te faisait confiance, Dexter, mais sois prêt. La route à venir ne sera pas facile. » J'ai hoché la tête, sentant un poids invisible se poser sur mes épaules. En sortant du bureau, j'ai levé les yeux vers le ciel gris d'Austin. Une tempête approchait, et je savais que, comme la pluie, mes vrais défis ne faisaient que commencer. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle du testament s'est répandue comme une traînée de poudre. Les médias locaux ont commencé à bourdonner à propos du nouvel héritier de Carvey Fuel & Service, mêlé de rumeurs sur le secret de filiation que Sadie avait révélé lors des funérailles. Les employés de l'entreprise me regardaient avec un mélange de curiosité et de lassitude, comme si j'étais une énigme qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Je ne leur en voulais pas. Je me demandais moi-même qui j'étais après tout ce qui s'était passé. Mais une chose était sûre. Mon père m'avait fait confiance et je ne pouvais pas laisser son héritage s'effondrer. Je me suis jeté dans le travail, essayant d'enterrer ma douleur dans de longues heures au bureau. J'ai examiné les rapports financiers, rencontré les directeurs régionaux et veillé à ce que Carvey Fuel & Service fonctionne sans problème. Mais peu importe à quel point j'essayais, le vide s'accrochait à moi. Un après-midi, alors que je passais en revue les rapports de revenus dans mon bureau au siège de Carvey Fuel & Service, un coup à la porte m'a surpris. J'ai levé les yeux pour voir Sadie debout là, bien loin de la femme froide et vive que je connaissais. Elle portait une robe simple, ses cheveux lâchement attachés, et ses yeux bleus, autrefois perçants, portaient maintenant un regard las, presque suppliant. Je suis resté debout, pris au dépourvu, ne sachant pas comment réagir. « Dexter » a-t-elle dit, sa voix douce mais claire.
On peut parler un instant? J'ai hoché la tête, faisant un geste vers la chaise en face de mon bureau. S'il vous plaît, asseyez-vous. Mon ton était plus froid que je ne le voulais, mais je ne pouvais pas cacher ma méfiance. Après ce qu'elle avait fait, remettant publiquement en question ma filiation lors des funérailles, essayant de renverser le testament de mon père, je n'étais pas sûr de pouvoir lui faire confiance. Sadie a baissé la tête, ses mains se crispant plus fort. J'avais tort, a-t-elle dit, sa voix tremblant. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Lewis était mon mari, Dexter. J'ai vécu avec lui pendant plus de 20 ans. Et Liam, c'est mon fils. Je voulais juste m'assurer qu'il ait un avenir. La colère a monté en moi, mais je l'ai retenue. Pensez-vous que je veux priver Liam de son avenir, ai-je demandé. Mon père lui a laissé un fonds de bourse d'études. Il vous a laissé une maison et une allocation annuelle fixe. Il a pensé à vous deux. Sadie a levé les yeux, ses yeux vacillants. Mais Carvey Fuel & Service, a-t-elle dit doucement. C'est l'œuvre de la vie de Lewis, l'œuvre de notre famille. Je pensais juste que si vous partagiez un peu le contrôle, peut-être pourrions-nous garder les choses stables, comme une famille. Je l'ai regardé, incrédule. Partager le contrôle? Après tout ce qu'elle avait fait? J'ai pris une profonde inspiration, gardant ma voix stable. Sadie, le testament de mon père était sa décision finale. Il m'a choisi, non pas à cause du sang, mais parce qu'il croyait que je pouvais perpétuer son héritage. Je ne changerai pas ça. Elle m'a regardé, une lueur de douleur traversant son visage, mais ensuite elle a hoché la tête comme si elle s'attendait à ma réponse. J'ai adouci mon ton. Mais je ne veux pas vous pousser, vous Liam, hors de cette famille. Vous et Liam pouvez rester au domaine Carvey aussi longtemps que vous le souhaitez. Je n'ai aucune intention de vous priver de votre confort. Je pensais sincèrement ces mots. Malgré la blessure que Sadie avait causée, malgré le fait que Liam ne m'ait jamais vraiment vu comme un frère, je ne voulais pas couper tous les ponts. Mon père m'avait appris que la famille, aussi imparfaite soit-elle, valait la peine d'être chérie. Mais pour Sadie, mon offre semblait être une gifle. Elle s'est levée d'un bond, le visage rouge de colère. « Pensez-vous être noble, Dexter ?» a-t-elle crié, sa voix tremblant. « Pensez-vous pouvoir nous jeter des miettes comme si nous étions des mendiants? Vous n'êtes pas le vrai fils de Lewis, et pourtant vous avez pris tout ce qui devrait appartenir à mon fils. » J'étais abasourdi, non préparé à son explosion. Sadie, je n'ai rien pris. Oui, je ne suis pas le fils biologique de Lewis, mais n'oublions pas que Liam ne l'est pas non plus, ai-je dit, luttant pour rester calme. Lewis a pris sa décision. Je respecte ses volontés. Elle a eu un rire amer. Ses volontés? Vous pensez que Lewis voulait vraiment tout laisser à quelqu'un qui ne porte pas son sang? Vous êtes un hypocrite, Dexter. Vous agissez noblement, mais vous voulez juste tout garder pour vous. Ces mots m'ont profondément blessé, coupant dans ma fierté. Je voulais lui crier dessus, lui dire que j'avais travaillé sans relâche pour mériter l'héritage de mon père, que je n'avais pas besoin de lien de sang pour prouver que j'étais son fils. Mais je suis juste resté là à la regarder, ressentant à la fois de la colère et de la pitié. Sadie avait laissé l'amertume et l'ambition la consumer, et maintenant elle se détruisait. Quelques jours plus tard, j'ai appris que Sadie et Liam avaient fait leurs valises et avaient déménagé dans la maison de vacances à Houston. Ils n'ont laissé aucun message, aucun appel. Je me suis tenu dans le salon du domaine Carvey, regardant les photos de famille sur l'étagère. De rares photos de nous quatre souriant maladroitement pour l'appareil photo. Je n'ai pas essayé de les retenir. C'était peut-être la meilleure fin pour une relation qui n'a jamais vraiment été une famille. Mais il y avait toujours un vide dans mon cœur. J'ai pensé à Liam, le frère cadet avec qui j'avais un jour espéré me rapprocher. Je ne lui en voulais pas pour son silence, son ressentiment. Il était juste pris dans la tempête que Sadie avait créée. Mais je me demandais si un jour nous pourrions nous asseoir ensemble, en tant que frères, et parler de ce qui s'était passé. La pluie continuait de tomber dehors, les gouttelettes tapotant contre les fenêtres, un rappel que la vie ne s'arrête pas, peu importe à quel point je le souhaiterais. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à examiner les plans de Carvey Fuel & Service. Je savais que la route à venir serait semée d'embûches, non seulement pour l'entreprise, mais à cause des doutes qui persistaient dans l'air. Mais j'avais promis à mon père et à moi-même que je ne laisserais pas son héritage s'effondrer. Dans les premières semaines après être officiellement devenu PDG de Carvey Fuel & Service,
j'ai eu l'impression de marcher sur une corde raide au-dessus d'un gouffre de doutes et de pression. L'entreprise faisait face à des défis bien plus grands que je ne l'avais imaginé. Après la mort de mon père, les revenus des stations-service ont chuté. Certains fournisseurs ont suspendu leurs contrats, invoquant l'incertitude quant à l'avenir de l'entreprise. Les employés étaient inquiets, chuchotant entre des rumeurs et se demandant si j'avais la capacité de diriger l'empire que mon père avait bâti à partir de rien. Lors des réunions du conseil d'administration, je sentais les regards scrutateurs de ceux qui avaient été les collègues de mon père. C'est juste un gamin chanceux, ai-je entendu un membre du conseil chuchoter à un autre. Il n'est même pas le vrai fils de Lewis. Comment pouvons-nous lui faire confiance? Ces mots m'ont coupé comme des couteaux, mais j'ai gardé une façade calme, j'ai serré les dents et j'ai continué. Chaque jour, j'arrivais au bureau à l'aube, alors que les premiers rayons de soleil touchaient les stations Carvé Fuel & Service. J'ai examiné les registres, rencontré les directeurs régionaux et essayé de remonter le moral des employés. Mais chaque soir, en rentrant au domaine Carvé vide, je me sentais comme un guerrier solitaire sur un champ de bataille. Le manoir ne contenait plus que moi et mes souvenirs. Je me tenais souvent devant les photos de famille dans le salon, fixant le sourire de mon père, me demandant s'il me regardait, s'il voyait à quel point j'essayais de ne pas le décevoir. Un matin, alors que je passais en revue les rapports financiers, Karl, le directeur financier, est entré dans mon bureau. Un homme d'âge mûr aux cheveux poivre et sel. Il a toujours maintenu un comportement sévère mais juste. Dexter, a-t-il dit, sa voix basse, nous devons engager un consultant financier indépendant. Les choses ne sont pas stables en ce moment. Nous devons restructurer notre système de gestion pour regagner la confiance. J'ai hoché la tête, sachant qu'il avait raison. Carvé Fuel & Service n'était pas seulement une chaîne de stations-service. C'était une entreprise complexe avec des centaines d'employés et des millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Je ne pouvais pas tout faire seul, peu importe à quel point j'essayais. Avez-vous des candidats prometteurs, ai-je demandé. Il y en a une, a répondu Karl. Elena Moore, 30 ans, anciennement chez une grande société d'énergie à Dallas. Elle a de l'expérience en restructuration financière et en audits internes. Je pense qu'elle pourrait nous aider. J'ai accepté immédiatement, ne réalisant pas que cette décision allait tout changer. 2 jours plus tard, Elena Moore est entrée dans mon bureau, et dès le premier regard, j'ai su qu'elle n'était pas quelqu'un qui se contentait de faire le minimum. Elena était grande, ses cheveux noirs soigneusement attachés, avec des yeux bruns vifs mais chaleureux. Elle portait un élégant tailleur gris, et quand elle m'a serré la main, sa poignée était ferme et confiante. M. Carvé, a-t-elle dit, sa voix claire. J'ai étudié la situation de Carvé Fuel & Service. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais je crois que nous pouvons remettre les choses sur les rails. J'ai souri, sentant une étincelle d'espoir. Appelez-moi Dexter, ai-je dit. Et j'ai hâte de travailler ensemble. Elena n'a pas perdu de temps. Elle s'est plongée dans le travail comme une tornade, analysant les données, rencontrant les directeurs et proposant des changements audacieux mais pratiques. Elle a découvert des divergences comptables, des contrats inefficaces et des succursales sous-performantes que mon père avait probablement négligées dans son activité. J'ai été impressionné par son intelligence et sa franchise. Contrairement aux autres, Elena ne me regardait pas avec suspicion. Elle me traitait comme un partenaire, pas comme l'héritier chanceux que les médias me qualifiaient. Un après-midi, alors que nous travaillions tard, Elena m'a regardé par-dessus une pile de documents. Dexter, a-t-elle dit, son ton doux mais sérieux. Je sais que vous êtes sous beaucoup de pression. Les médias, les rumeurs. Je m'en fiche, mais je vois comment vous travaillez. Vous avez une vision et je crois que vous pouvez faire avancer cette entreprise plus loin que même Lewis Carvé ne l'a fait. J'ai été pris au dépourvu, non préparé à ces paroles. Pendant des semaines, je m'étais habitué au doute et à la surveillance. Les paroles d'Elena étaient comme une brise fraîche, apaisant une partie de ma solitude. Merci, ai-je dit, ma voix. J'essaie juste de ne pas décevoir mon père. Elle a souri, une chaleur rare dans son expression. Vous ne le décevrez pas, mais vous devez croire en vous, Dexter. Non pas à cause du testament, mais parce que vous en êtes vraiment capable. À partir de ce moment, Elena est devenue mon alliée la plus vitale. Nous avons travaillé ensemble non seulement pour corriger les défauts de l'entreprise, mais pour construire une nouvelle vision. J'ai proposé d'étendre les services dans les stations, en ajoutant des bornes de recharge pour véhicules électriques,
des dépanneurs ouverts 24h24 et même des lave-autos automatisés. Elena a aidé à transformer ses idées en réalité avec des plans financiers détaillés et des stratégies claires. Progressivement, les employés ont commencé à me faire davantage confiance. Ils ont vu que je n'étais pas seulement un nom sur un papier, mais quelqu'un qui se souciait vraiment de l'avenir de l'entreprise. Les mois qui ont suivi ont été une bataille acharnée. Mais cette fois, je ne me battais pas seulement pour l'héritage de mon père. Je me battais pour moi-même. Sous ma direction et avec le soutien d'Elena, Carvé Fuel & Service a commencé à retrouver son élan. Nous avons travaillé jour et nuit, des réunions tendues du conseil d'administration aux visites sur le terrain dans les stations-service à la périphérie d'Austin. Je voulais m'assurer que chaque succursale fonctionnait sans problème, que les employés se sentaient écoutés et que les clients faisaient toujours confiance à la marque que mon père avait bâtie. Nos efforts ont progressivement porté leurs fruits. Les fournisseurs, initialement hésitants, ont commencé à signer de nouveaux contrats. Les revenus se sont stabilisés et les stations modernisées, avec des chargeurs pour véhicules électriques et des dépanneurs ouverts 24h24, ont commencé à prospérer. Un matin tôt, debout dans une station fraîchement rénovée, j'ai regardé les voitures entrer et sortir. J'ai entendu les bavardages et les rires des employés et j'ai senti une fierté silencieuse monter en moi. « Papa », ai-je chuchoté pour moi-même. « J'espère que tu peux voir ça. » Après 6 mois, Carvé Fuel & Service était vraiment revitalisé. Les revenus ont dépassé les attentes, les stations fonctionnaient plus efficacement que jamais et le moral des employés était rétabli. Lors d'une réunion du conseil d'administration, j'ai présenté les derniers résultats financiers et, pour la première fois, j'ai vu Richard, un actionnaire majoritaire, hocher la tête avec approbation. Ses yeux témoignaient du respect plutôt que du doute. « Vous avez bien fait, Dexter », a-t-il dit, sa voix basse mais sincère. « Lewis serait fier de vous. » Ces simples mots étaient tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai jeté un coup d'œil à Elena, assise au coin de la table, et elle a souri, ses yeux semblant dire « Je vous l'avais dit ». Après la réunion, elle m'a prise à part. « Vous voyez, » a-t-elle dit, son ton légèrement taquin. « Je vous avais dit que vous y arriveriez. » J'ai ri, me sentant plus léger que jamais. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous, Elena. » Elle a secoué la tête, mais son sourire s'est élargi. « Nous sommes une équipe, Dexter. » Ne l'oubliez pas, ma relation avec Elena s'est approfondie. Nous avons commencé à nous voir en dehors du travail, non seulement pour discuter d'affaires, mais pour partager les petits détails de nos vies. Un soir, elle m'a invité dans un petit parc à la périphérie d'Austin, où elle faisait souvent du jogging. Nous nous sommes assis sur un banc en bois, regardant le clair de lune scintiller sur le lac. « Dexter », a-t-elle dit doucement, « avez-vous déjà pensé à vivre pour vous-même ? Pas pour l'entreprise, pas pour l'héritage, mais juste pour vous. » Sa question m'a pris au dépourvu. Depuis la mort de mon père, j'avais vécu pour Carvé Fuel & Service, pour ma promesse envers lui, pour prouver que j'en étais digne. Vivre pour moi-même ? Je n'y avais pas pensé. Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être que je me suis habitué à mettre la responsabilité au-dessus de tout. Elle a pris ma main, son contact doux, mais suffisant pour faire battre mon cœur plus vite. « Vous méritez d'être heureux, Dexter », a-t-elle dit. « Et je veux être là pour vous aider à trouver ce bonheur. » J'ai regardé dans ses yeux et, pour la première fois, j'ai senti que je n'étais pas seulement l'héritier de Lewis Carvé ou un PDG luttant contre la pression. J'étais Dexter, un homme apprenant à ouvrir son cœur à l'amour et à vivre. J'ai légèrement serré sa main et j'ai souri. « Merci, Elena. Je le veux aussi. » Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais jamais connue auparavant. Carvé Fuel & Service prospérait, et je trouvais ma place dans le monde. Non seulement par le travail, mais par une femme qui devenait une lumière dans ma vie. Pourtant, je savais que la vie n'était jamais simple. Une partie de moi se demandait encore ce qu'il était advenu de Liam, de Sadie, de ce qui s'était passé entre nous. Je ne savais pas si nous nous réconcilierions un jour, mais je gardais l'espoir que, comme mon père l'avait dit un jour, l'amour trouverait un chemin. Depuis que Sadie et Liam ont déménagé à Houston, je n'ai pas eu de leurs nouvelles. J'ai pensé à appeler ou à envoyer un texto, mais à chaque fois que je prenais le téléphone, j'hésitais. Je ne savais pas quoi dire après tout ce qui s'était passé. Après la déclaration de Sadie aux funérailles, après la vérité révélée dans le testament de mon père, après le silence de Liam quand j'avais le plus besoin de lui. Je me demandais s'il m'en voulait ou s'il était simplement pris dans les manigances de sa mère.
Un matin, alors que je vérifiais mes emails dans mon bureau, un message étrange m'a glacé le sang. Il provenait d'une adresse email inconnue, mais l'objet a fait battre mon cœur plus vite. Dexter, il faut qu'on parle. Je l'ai ouvert, mon esprit tourbillonnant de malaise. Les mots à l'écran étaient simples mais sincères. Bonjour, Dexter. C'est Liam. Tu ne veux probablement pas de mes nouvelles après tout ce qui s'est passé. Je sais que je suis resté silencieux quand maman a fait des choses qui n'étaient pas justes. J'ai eu tort et je suis désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, mais je veux revenir à Austin pour travailler pour Carvey Fuel & Service. Non pas pour te concurrencer, mais pour perpétuer ce que papa a laissé derrière lui. Peux-tu me donner une chance? Je suis resté là, fixant l'écran, mes émotions déferlant comme des vagues. Une partie de moi voulait répondre immédiatement, dire à Liam que je ne lui en voulais pas, que je voulais arranger les choses. Mais une autre partie, la partie blessée par son silence aux funérailles, par son départ sans un mot, m'a fait hésiter. Était-ce un autre plan de Sadie, ou Liam voulait-il vraiment changer? J'ai appelé Elena dans mon bureau et je lui ai montré l'email. Elle a écouté alors que je partageais mes sentiments contradictoires. Le désir de renouer avec Liam, mais aussi la peur d'être à nouveau trahi. Elena a penché la tête, pensive. Dexter, je ne connais pas Liam, mais je te connais. Tu es quelqu'un qui choisit toujours ce qui est juste, même quand c'est difficile. Si Liam veut vraiment revenir pour recommencer à zéro, ne penses-tu pas que tu devrais lui donner une chance? Pas pour sa mère, mais pour vous et Liam, qui étiez autrefois des frères. Ces mots ont touché une corde sensible en moi. Je me suis souvenu de notre enfance, quand Liam et moi jouions dans le jardin du domaine Carvey, quand il n'était qu'un enfant innocent, non touché par les manigances des adultes. Je me suis souvenu du regard de mon père alors qu'il nous regardait, comme s'il espérait qu'un jour nous préserverions son héritage ensemble. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je vais donner une chance à Liam. Mais il devra faire ses preuves. Une semaine plus tard, j'ai rencontré Liam dans un petit café du centre-ville d'Austin. Quand il est entré, je l'ai à peine reconnu. Liam, maintenant âgé de 21 ans, avait l'air plus mature, plus grand, mais ses yeux portaient encore des traces du garçon que j'avais connu. Il portait une chemise blanche et un jean, son allure simple mais posée, aucune trace de l'arrogance ou du ressentiment d'autrefois. Il s'est assis en face de moi, les mains jointes, son regard vacillant. Dexter, a-t-il commencé, sa voix basse mais sérieuse. Merci de m'avoir rencontré. Je ne sais pas par où commencer, mais je suis désolé pour tout. Pour être resté silencieux aux funérailles, pour ne pas t'avoir soutenu quand maman a fait ces choses. Je l'ai étudié, cherchant le moindre indice de tromperie. Mais tout ce que j'ai vu, c'était du remords. Il a pris une profonde inspiration, ses yeux ne quittant jamais les miens. J'ai beaucoup réfléchi, Dexter. Quand maman et moi avons déménagé à Houston, je pensais que c'était un moyen de tout oublier. Les funérailles, le testament, ce qu'elle a dit. Mais je n'ai pas pu. Papa me manque. Carvey Fuel & Service me manque. Ce que nous avions me manque. Je ne veux pas te faire concurrence. Je veux juste travailler, faire partie de l'héritage que papa a laissé derrière lui. Je suis resté silencieux, laissant ses paroles s'installer. Je voulais le croire, mais le souvenir de ces jours douloureux persistait. Liam, ai-je dit, ma voix. Je ne sais pas si je peux te faire entièrement confiance pour l'instant, mais je suis prêt à te donner une chance. Pas pour ta mère, pas pour papa, mais parce que je veux que nous soyons des frères. De vrais frères. Il a hoché la tête, une étincelle d'espoir dans les yeux. Merci, Dexter. Je ne te décevrai pas, j'ai décidé d'embaucher Liam à la station-service principale de Carvey, celle où mon père a commencé sa carrière. Je ne lui ai pas donné de poste élevé ni de traitement de faveur parce qu'il était mon frère. Tout le monde ici est jugé sur son travail, pas sur son nom de famille, ai-je dit lors d'une réunion interne annonçant le rôle de Liam en tant que stagiaire. Certains employés ont été surpris, d'autres ont chuchoté, mais je m'en fichais. Je voulais que Liam fasse ses preuves, comme je l'avais fait. Les premières semaines, je l'ai observé de loin. Il a travaillé dur, n'ayant pas peur des tâches difficiles, du nettoyage de la station à l'aide aux clients les jours de grande affluence. Je l'ai vu sous le soleil brûlant du Texas, essuyant la sueur de son front, mais souriant toujours en discutant avec ses collègues. Une fois, j'ai entendu un employé vétéran lui dire « Tu ressembles à Lewis à l'époque, Liam. »
Il a commencé comme ça aussi. Ces mots m'ont fait sourire, ne serait-ce qu'intérieurement. J'ai commencé à encadrer Liam comme mon père m'avait encadré. Je lui ai appris à lire les rapports de revenus, à gérer les problèmes des clients et à garder l'équipe motivée. J'étais patient mais ferme, ne voulant pas qu'il pense que les choses seraient faciles simplement parce que nous étions frères. Liam a appris rapidement, et j'ai vu en lui une détermination que je n'avais pas remarquée auparavant. Certains soirs, quand nous n'étions que tous les deux au bureau, il me posait des questions sur les débuts de l'entreprise, sur des histoires de notre père que je connaissais. Je lui ai raconté le jour où papa m'a emmené à la première station, a montré l'enseigne et a dit « Dexter, c'est là que tout a commencé ». Un soir, après une longue journée de travail, Liam m'a regardé, sa voix douce. « Dexter, es-tu en colère contre moi? Pour ce qui s'est passé ?» J'ai croisé son regard, voyant la sincérité d'un frère. J'étais en colère, ai-je admis. Mais plus maintenant. Nous avons tous les deux été victimes de choses que nous ne pouvions pas contrôler. Liam, ce qui compte, c'est ce que nous choisissons de faire à partir de maintenant. Il a hoché la tête, ses yeux brillants. Je veux rendre papa fier, Dexter. Et je veux que tu sois fier de moi. J'ai posé une main sur son épaule et j'ai souri. Continue comme ça, Liam. Je commence déjà à être fier de toi. À partir de ce moment, notre relation a commencé à se reconstruire. Nous n'étions plus des adversaires, divisés par des manigances d'adultes. Nous étions des frères, non pas par le sang, mais par notre engagement l'un envers l'autre et envers l'héritage de notre père. Les employés ont commencé à nous appeler les « frères Carvey ». Et chaque fois que j'entendais ce nom, une petite étincelle de joie vacillait dans mon cœur. Un an s'était écoulé depuis le retour de Liam, et Carvey Fuel and Service non seulement a survécu, mais a prospéré au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Nous avons ouvert 5 nouvelles succursales, modernisé les stations avec des lave-autos automatisés, des bornes de recharge pour véhicules électriques et des dépanneurs ouverts 24h24 et animés. Les revenus ont dépassé les attentes et la presse locale, autrefois obsédée par elle, héritier non sanguin, publiait maintenant des articles élogieux sur la renaissance de l'Empire Carvey entre les mains des « frères Carvey ». J'ai lu ces histoires avec un léger sourire, non pas pour la reconnaissance, mais parce que je savais que mon père, quelque part, sourirait de fierté. Liam et moi sommes devenus une équipe parfaite. Moi, avec mon approche calme et stratégique, je me concentrais sur la direction de l'avenir de l'entreprise. Liam, dynamique et créatif, apportait de nouvelles idées, de la conception d'une application de service de pré-réservation au lancement de campagnes promotionnelles qui attiraient les clients. Il a travaillé sans relâche, n'étant plus l'étudiant arrogant du passé, mais un jeune homme déterminé à prouver sa valeur. Nous restions souvent tard après le travail, examinant des rapports, discutant de plans, ou simplement riant de souvenirs d'enfance, des jours où la vie était plus simple, avant que les secrets et les manigances ne nous séparent. Pendant ce temps, à Houston, Sadie menait une vie beaucoup plus calme par rapport à la matriarche hautaine qu'elle était autrefois. J'ai entendu dire qu'elle sortait rarement, passant la plupart de son temps dans la maison de vacances que mon père lui avait laissée. Une fois, je suis tombé sur une publication sur les réseaux sociaux d'une connaissance commune mentionnant que Sadie avait rejoint un cours de peinture pour se retrouver. Je ne savais pas si elle regrettait vraiment ses actions, mais j'espérais qu'elle trouverait un peu de paix, ne serait-ce qu'un peu. Un soir, alors que Liam et moi nous préparions pour un événement caritatif appelé « Fueling Hope », un fonds que nous avions créé pour soutenir les enfants défavorisés du Texas, un membre du personnel m'a tendu un journal local. La première page présentait une photo de Liam et moi, debout devant une station-service, souriant, avec le titre « Les frères Carvey, perpétuant l'héritage de Lewis ». J'ai regardé la photo, voyant Liam à côté de moi, ses yeux débordant de confiance. Et j'ai su que nous avions réalisé ce que notre père avait toujours voulu, non seulement préserver l'entreprise, mais construire une vraie famille. Ma relation avec Elena s'était également approfondie. Un soir, après l'événement Fueling Hope, elle m'a invité dans son appartement du centre-ville d'Austin. C'était la première fois que j'entrais dans son espace personnel, un endroit petit mais confortable, orné de peintures abstraites sur les murs et de la légère odeur de vanille des bougies parfumées. Nous nous sommes assis sur son canapé, sirotant du vin et parlant de l'avenir. Quelques mois plus tard, lors de la célébration du 30e anniversaire de Carvey Fuel and Service, je me suis tenu sur scène, regardant nos employés, nos partenaires et ceux qui nous avaient soutenus. Liam se tenait à côté de moi, confiant et radieux, le frère que j'avais toujours rêvé d'avoir. Elena était assise au premier rang, ses yeux pétillants de fierté.
J'ai saisi le microphone, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé mon discours. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement les 30 ans de Carvé Fuel & Service, ai-je dit, ma voix résonnant dans la salle. Nous célébrons un héritage. L'héritage de Lewis Carvé, qui m'a appris que la famille ne se définit pas par le sang, mais par ceux qui choisissent de rester et d'affronter les jours les plus sombres avec vous. J'ai fait une pause, balayant du regard les visages attentifs de la foule. Je pensais que le sang faisait une famille, ai-je continué. Mais j'ai appris que la famille se construit sur l'amour, l'engagement et la confiance. Mon père ne m'a pas laissé de richesse. Il m'a laissé la conviction qu'un véritable héritage doit être nourri avec honnêteté et amour. J'ai jeté un coup d'œil à Liam et il a hoché la tête, les yeux pleins d'émotion. Liam et moi ne sommes pas seulement les frères Carvé, ai-je dit. Nous sommes la preuve que, quelles que soient les tempêtes, l'amour et le pardon peuvent tout guérir. Les applaudissements ont éclaté et une vague d'émotion m'a submergé. J'ai baissé les yeux sur Elena, j'ai vu son sourire, et j'ai su que j'avais trouvé non seulement une famille, mais un foyer en moi-même. Après la cérémonie, je me suis tenu devant la première station Carvé Fuel & Service, où mon père avait un jour montré l'enseigne et parlé de ses rêves. J'ai ressenti un lien profond avec lui. Je n'étais plus le garçon solitaire de mon enfance, ni l'héritier mis en doute. J'étais Dexter Carvé, un homme qui avait appris que la famille ne se définit pas seulement par le sang, mais par ceux qui choisissent de rester et de construire ensemble. Le véritable héritage de mon père n'était pas la richesse. C'était la façon dont on se souvenait de lui. Un homme qui aimait, pardonnait et faisait confiance. Et moi, aux côtés de Liam et d'Elena, je continuerai à porter cet esprit, non seulement à travers Carvé Fuel & Service, mais dans la façon dont nous vivons, aimons et pardonnons.